Salut tout le monde. J'espère que ça va. Nous on a un petit peu un temps de merde, gris, pluie, un peu, etc. Et comme tout le monde en Russie, c'est d'ailleurs assez bizarre parce que je n'avais pas ça en France. Moi. Euh, les gens ont beaucoup de tensions, mal à la tête, à cause du changement de temps, à cause de l'hydrométrie, à cause de tout ça. Enfin, c'est assez. À chaque changement de saison en Russie, c'est comme ça. Tous les gens autour de moi, c'est ça. Et moi aussi maintenant. Alors, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas. Euh, Partagez sur vos réseaux sociaux les vidéos que je fais. Ça m'amènera plus d'abonnés. Et puis plus d'abonnés, ça veut dire bah, plus de sous avec YouTube évidemment, puisque c'est au nombre de pubs que vous voyez que YouTube m'envoie des sous-sous. Je vais pas vous mentir, hein, c'est comme ça. Hein, c'est le nerf de la guerre, c'est le pognon. C'est grâce à, par exemple, c'est grâce aux dons. Alors c'est les dons qui ont été faits sur YouTube, non pas par Boosty, etc., mais sur YouTube, vous savez, des gens mettent 20 euros parfois, par-ci, par-là, tout ça. C'est en cumulant ces sous que j'ai pu acheter la caméra avec laquelle je vous fais les vidéos maintenant, qui est de bien meilleure qualité que mon téléphone, évidemment, puisque c'est une caméra qui est faite pour ça. Voilà, donc les mamans des soldats. Alors bon, concernant la banque Revolut, ils ont fermé mon compte. Sans prévenir, enfin sans prévenir, si, ils m'ont dit vous avez jusqu'au 31 mai, je crois, 31 mars, non, 31 mai, pour virer tous les sous, et puis le compte sera fermé. Alors j'ai demandé plein de fois pourquoi, mais donnez-moi une raison, tout ça, ils répondent pas. Aucune raison. Et moi je vois aucune raison qu'on ferme mon compte, parce que mon compte, que ça soit dans les adresses, les noms, les machins, les virements, tout ça, n'a absolument rien à voir avec la Russie. Je reçois les sous de YouTube, je recevais vos dons, et je les transférais à un copain qui me les envoyait en crypto. Donc rien à voir, et il n'était pas chez Revolut. Donc voilà, je ne comprends pas. Donc je ne vous conseille pas cette banque. Je l'avais conseillé à l'époque, mais non, il faut surtout pas aller chez Revolut. Parce que vous voyez, sans aucune raison, ils vous ferment votre compte, paf, tac, terminé, au revoir. Sans vous dire pourquoi, rien. Dictature complète. Vous pouvez pas discuter, vous pouvez pas vous expliquer, vous pouvez rien. Voilà, c'est comme ça. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler. euh, oui, juste pour finir avec ça, Boosty, il faut insister, hein, parce que ça marche pas, enfin, des fois ça marche la première fois, mais première, deuxième, dixième, ça marche pas. Et à la 11e, ça va marcher, ou à la 12e, ou à la 15e, ça dépend. Et ça marche, puisque j'ai reçu encore quelque chose hier. Donc ça marche. Mais je sais pas pourquoi, ça bloque comme ça, je sais pas. Mais au bout d'un moment, ça marche. Alors aujourd'hui, ça faisait longtemps que je vous en avais pas fait. Je voulais vous raconter des petites anecdotes de quand j'étais dans la police. Parce qu'il y en a une qui a tout à fait à voir avec, et je l'ai raconté sur Telegram hier d'ailleurs, qui a tout à fait à voir avec ce qui se passe en ce moment en France, avec le jugement du Rassemblement national. Je vais commencer par ça. Alors, euh, dans les années 80, 95, j'étais en poste à Pierrefitte, donc c'est dans le nord de Paris, dans le 93, pas loin de Saint-Denis, tout ça, enfin, juste à côté de Stein. Il y a une petite ville qui s'appelle Pierrefitte, et qui, quand on s'y promenait, euh, on pouvait sentir, à cause des bâtiments, à cause des gens, tout ça, que ça a dû être une ville vraiment sympa. Et calme, et vraiment bien. Mais ils ont implanté des cités, ils ont amené de la racaille, ils ont créé un centre pour
pour les gens sans papier, je sais pas quoi, où il y avait, alors si je me rappelle bien, il y avait 250 places, ils étaient 880, 800, 900 je crois, ils étaient à l'intérieur. En fait, le grand réfectoire, ils avaient tout viré, ils avaient mis des lits à 3 étages, et puis collés les uns contre les autres, c'est-à-dire si votre lit c'était celui du fond à gauche, il fallait passer par les autres lits pour y arriver, quoi. Voilà, c'était comme ça. C'est là que j'ai fait la rencontre aussi, tiens, une petite anecdote en plus avec ça, c'est là que j'ai fait, une fois on a viré tous les gens de là, parce que c'était complètement, il n'y a aucune sécurité, il y avait régulièrement le feu dans les cuisines, enfin bon, et ils n'avaient pas de papier en plus, mais c'était l'époque de Mitterrand, donc c'est un peu comme maintenant, les étrangers sans papier, bah, ils étaient les bienvenus évidemment. Et dans les sous-sols, il y avait des casiers, et on a fouillé les casiers, et à un moment, j'ouvre un casier, je vois un régime de bananes qui venait de Rungis, parce qu'un des mecs travaillait à Rungis. Et quand on a manipulé le régime de bananes, en fait, il y a une énorme araignée qui est sortie de là. Mais un monstre. Je sais pas, c'était une mygale, une tarentule, je sais pas ce que c'était, un truc énorme, un truc comme ça, quoi. Alors moi qui suis arachnophobe, c'est le seul truc qui me fait peur d'ailleurs, mais là, mon cœur, il a fait un bond et je me suis barré parce que j'ai laissé mes collègues faire, je pouvais pas. Ah, il y a un de mes collègues aussi, sur lui, s'est posé un cafard argenté, grand comme ça, qui volait. Et je sais pas pourquoi, par réflexe, un de mes collègues a tapé sur la jambe pour virer le truc, mais en fait, il l'a écrabouillé et ça a fait une énorme tache de boyau de cafard comme ça sur son pantalon. Bon, c'est autre chose. Donc j'étais là-bas, à Pierrefitte, j'étais îlotier, donc j'étais dans ma cité des poètes, ça s'appelait la cité des poètes, j'étais tout seul, avec ma mobilette, et il fallait avoir des roubignoles pour être dans ce genre de job, parce que quand vous étiez en police secours, etc., vous étiez à 2, à 3, à 4, dans une voiture, etc. Là, vous étiez tout seul, avec votre mobilette. Alors vous pouviez vous cacher toute la journée si vous en aviez envie, mais c'était pas mon style. Moi je m'estimais être une sorte de police secours à moi tout seul pour la cité où je travaillais. Donc quand j'entendais à la radio qu'il se passait un truc, bah, j'y allais tout de suite et j'arrivais en premier évidemment. Et ça se passait comme ça se passait. J'avais ma manière de travailler, on va dire. Donc ce que je faisais aussi assez souvent, enfin tous les 2-3 jours, je m'arrêtais dans une maison qui était à l'extérieur de la cité des poètes, dans une petite rue, là, il y avait une petite maison blanche, je me souviens, avec un petit jardin devant, et habitait là une dame de 95 ans, qui nous payait le café, et qui nous racontait comment c'était avant, que la cité des poètes c'était un champ avec des pommes, avec des poires, des pommiers, des poiriers. Ils ont tout détruit, ils ont monté cette espèce d'horreur qui était vraiment, c'est vraiment une horreur. Hein. Je veux dire, c'est plein de petits couloirs, de petits endroits pour faire des embuscades. Enfin, c'est vraiment, je sais pas quel ingénieur a eu ça dans le cerveau, mais bon. Enfin bref. Donc, j'allais voir cette dame. Et puis un jour, j'entends que cette dame, enfin, qu'il se passe quelque chose à cette adresse. Donc j'y vais, fissa. Alors j'étais tout seul avec un policier auxiliaire. C'est les jeunes qui faisaient leur service militaire à l'époque. Avec des bandes vertes sur leur casquette. Donc je ne servais à rien, quoi. Et je vais chez cette dame et j'arrive en premier et je vois un scooter partir avec deux mecs dessus de la cité. Et je vois la dame sortir en titubant avec le visage en sang. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tombé? Elle me dit, non, ils m'ont attaqué. Alors, j'ai dit aux jeunes de rester avec elle, d'appeler les secours, etc. Et moi, je pars au cul des deux zozos en scooter. Donc, leur scooter allait plus vite que ma mobilette, évidemment. C'était une 103 SP, pour ceux qui connaissent. Et avec vous savez, avec un pare-vent devant, là, en plastique, marqué police devant et tout, enfin, la grande classe. Avec une barre en travers pour poser la radio, avec le crochet arrière, clac, on mettait la radio là-dessus. Enfin, c'était terrible. Pour l'époque, c'était fantastique. Et on faisait des prouesses avec ces trucs-là. Hein. On montait les trottoirs en sautant, on faisait des trucs de dingue. Enfin, comme on y était toute la journée dessus, ben on pilotait ça comme des chefs, quoi.
Et puis je pars derrière les deux là et j'arrive à les rattraper parce que leur scooter c'était un 80, mais comme ils étaient à deux dessus, je sais pas si c'était un 80 en fait, je sais même pas. Enfin bref, je les rattrape. Donc on arrive dans la cité et puis là ils glissent, ils tombent, je sais pas ce qu'ils foutent. Moi j'arrive, je vois qu'ils tombent, je sais pas pourquoi. Et le black qui était à l'arrière, qui s'appelait Ekatanga, je me rappelle encore de son nom. Il saute sur le poteau de sens interdit, enfin, sur le manche quoi, du poteau. Il saute, il met les mains comme ça, et avec la vitesse de la chute, il tourne, ça le fait tourner comme ça en l'air, et il arrive dans mon dos avec ses pieds, et il me tape dans le dos, et je tombe. Alors je me relève, et puis je leur cours derrière, je sors mon flingue, je leur dis, je dis arrêtez-vous. Ils en ont rien à cirer, ils continuent à partir. Je me rappelle que j'ai juste fait peur à une petite dame avec sa fille dans un bac à sable à côté. Mais bon, donc je range mon pétard, tout ça. Et il me reste leur scooter et ma mobilette par terre qui démarrait plus. Donc j'avais plus de radio, je l'avais perdu. Ma radio était tombée pendant la course, j'avais pas vu. Et une dame se met à la fenêtre et je lui dis vous pouvez appeler le commissariat et il dit oui d'accord. Très bien. Et elle l'a fait, heureusement d'ailleurs. Et quelques secondes après, revient les deux types là avec 8 de leurs copains, donc ils étaient 10, et ils commencent à arriver avec des barres de fer, tout ça, et ils se mettent tout autour de moi parce qu'ils voulaient récupérer le scooter. Et moi j'avais retiré mon casque, donc j'avais plus mon casque sur la tête, je l'avais dans la main, j'avais ma matraque, et on a commencé à se battre. Alors j'ai pris des coups. J'ai pris des coups dans le dos, j'ai pris des coups de barre de fer sur les tibias. Je me rappelle, j'ai eu une blessure au tibia, j'avais la clavicule qui était fêlée. J'avais pris 2 coups sur la tête. Ça avait fait rire le médecin parce qu'il m'avait montré ma radio de mon crâne à l'hôpital et il m'a dit mais vous savez que non, il a pas fait. C'est pas ça qu'il a dit. Il est arrivé avec 2 radios de tête, de crâne. Il les a mis comme ça sur le truc lumineux là. Il m'a dit vous voyez à gauche c'est un crâne normal, à droite c'est votre crâne. Et j'ai l'os vachement épais par rapport. Ça c'est les. Je lui ai raconté. Il m'a dit que ça venait de là certainement, que ma grand-mère depuis que j'étais petit, elle me faisait des piqûres d'eau de mer en Bretagne. Alors d'eau de mer bouillie, je sais pas quoi. Enfin c'est un truc traditionnel. Et elle me faisait des piqûres avec ça, et ça avait renforcé mes os, et puis j'avais les os costauds. Il me dit si c'était le mec de gauche qui avait pris des coups sur la tête, il serait mort. Ah, moi je dis bon, ben merci grand-mère, alors. Merci mamie, c'était comme ça que je l'appelais, de m'avoir fait tout ça. Et en passant, elle me frottait les jambes avec des orties aussi, ça faisait circuler le sang, soi-disant. Putain, c'était horrible. Bref, donc je me retrouve avec ces 10 types là, et puis la dame qui avait appelé la police, bon bah il y a une voiture qui arrive à fond la caisse, et puis avec le gyro et puis la sirène, et ça a fait peur aux 10 oiseaux là qui sont partis en courant. Bon. Moi j'étais blessé, donc on s'est démerdé, on a ramené le scooter, on a ramené la mobilette, j'ai pas voulu aller à l'hôpital tout de suite, j'ai voulu faire mon rapport immédiatement, après on m'a emmené à l'hôpital, etc. Et quelques temps plus tard, le type, un des deux, celui qui s'appelait Katanga, là, se fait interpeller. Évidemment, il est mis en cause dans cette histoire. Et la procédure se fait, blablabli, blablabla, et arrive le jour où il doit être jugé au tribunal. Donc c'est le tribunal de Bobigny. Alors il faut savoir que le tribunal de Bobigny, c'est un tribunal à 100%, même je dirais à 150%, syndicat de la magistrature. Je le savais parce que j'avais dans mes connaissances des gens qui habitaient à Pierrefitte ou des trucs comme ça et qui étaient soit juges, soit procureurs, soit des trucs comme ça, on connaissait tous ces gens-là, et qui nous avaient raconté qu'ils étaient arrivés à Bobigny à une époque et puis qu'ils n'étaient pas au syndicat de la magistrature et tout avait été fait pour qu'ils dégagent, pour qu'ils demandent leur mutation, parce que mais tout, on ne leur parlait pas, il y avait des repas qui étaient faits, ils n'étaient pas invités, enfin, vous voyez une ambiance de brun pour eux.
Donc, ces gens-là étaient obligés de partir, quoi. Donc, ils ont demandé à être mutés ailleurs, dans un autre tribunal. Donc, à Bobigny, vous n'aviez que des gens du syndicat de la magistrature, que ce soit les procureurs, les juges, les assesseurs, tout le monde était au syndicat. Quand on passait, on le savait, nous, quand on passait au tribunal là-bas, on savait que le but des magistrats, c'était de relâcher les mecs qu'on avait interpellés et de trouver quelque chose qu'on n'aurait pas fait bien ou une micro-porte par laquelle entrer pour dire que la procédure est caduque, etc., pour libérer les racailles. Donc, il faut voir que quand on allait là-bas, en fait, même si c'était nous qui avions fait la procédure, qui avions interpellé ce type, par exemple, ce type qui avait agressé une dame de 95 ans, on n'y allait pas serein, quoi, parce qu'on savait qu'on allait passer sur le grill, quoi. Donc, moi, je me pointe, et puis je passe donc dans la salle du tribunal avec. Alors, il y avait 3 juges et un procureur qui étaient là. Il y avait des gens qui assistaient au jugement. Il y a toujours dans les tribunaux des gens qui sont passionnés par la justice, tout ça, et qui sont là comme public, quoi. Et bon, bref, donc ils relatent l'histoire, et puis on me demande de venir pour raconter un peu. Donc, qu'est-ce que j'ai à faire? Moi, j'ai à répéter ce qu'il y avait dans mon rapport. Donc, évidemment, je l'ai relu, mon rapport, avant. Et j'explique ce que je vous ai dit juste avant. Et là, là arrive la petite pique du juge pour essayer de casser ma procédure. J'explique le moment où le type a sauté sur la barre, a fait le tour comme ça, est arrivé à mon dos et m'a fait tomber. Et là, le juge me dit, comme un singe alors. Et c'est là qu'il ne faut pas répondre n'importe quoi, parce que sinon vous êtes dans la merde. Donc si j'avais dit oui, il aurait dit que je l'avais interpellé parce que j'étais raciste, etc., puisque j'estimais que c'était un singe. Donc j'ai bloqué quelques secondes et je lui ai répondu, je l'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit Monsieur le juge, je ne rentrerai pas dans vos jeux de racisme. Et je l'ai fermé après. Après, j'ai rien dit d'autre. Donc je pense qu'il a compris qu'il ne m'avait pas eu. Donc du coup, la procédure a continué. Le petit jeune qui avait 295 000 mentions sur son casier judiciaire, parce que c'était le pire de toute la cité, c'était la pire racaille de la cité. Il faisait que ça, lui. Et il y a un truc qu'il faut bien que vous compreniez. Quand on vous dit un jeune a 40 mentions sur son casier judiciaire, sur son casier judiciaire, oui, ça ne veut pas dire qu'il a fait 40 conneries. Ça veut dire qu'il en a fait 500 ou 600 et qu'il a été chopé 40 fois. C'est pas la même chose. C'est bien ça qu'il faut comprendre. Si vous avez un jeune qui a une mention sur son casier judiciaire, il a peut-être fait 3-4 bêtises et il s'est fait choper une fois. Mais si vous en avez un qui en a 40, c'est qu'il a fait 500 conneries et qu'il n'arrête pas d'en faire et qu'il s'est fait choper que 40 fois. Voilà. Donc, il a été condamné à que dalle. Je sais plus. Comme d'habitude, pour tous les jugements, tous, 500 € de dommages et intérêts pour le policier, parce que j'ai été blessé. Mais à chaque fois, c'était ça, c'était entre 300 et 500 € de dommages et intérêts. Sur toute ma carrière, je n'ai jamais touché un centime. Jamais. Parce que les mecs ne payaient jamais. Leurs avocats leur disaient, de toute façon, vous ne payez pas, ça, on s'en fout. Donc, ils ne payaient pas. Et de notre côté police, côté justice, tout ça, personne, tout le monde en avait rien à cirer. Si on s'en inquiétait au bout d'un moment et qu'on disait mais moi j'ai rien reçu, on vous dit, qu'est-ce qu'on vous répondait? Faut prendre un huissier. Alors payer un huissier ça coûtait 1000 € à l'époque, c'était l'équivalent, 1000 €. Et l'huissier qu'est-ce qu'il va faire? Le mec il est introuvable, le mec il a pas de boulot, le mec il fait rien. En fait vous avez perdu 1000 € quoi. Non seulement vous n'avez pas vos 500 balles, mais en plus vous perdez 1000 €. Donc on ne faisait pas quoi. Donc voilà comment est la justice exactement, vraiment, et comment ça se passe. Voilà. Donc vous voyez, le syndicat de la magistrature, c'est des gens, comme là ça s'est passé avec Marine Le Pen, qui sont hyper politisés, qui sont dans leur
Ils imaginent qu'ils sont là pour sauver le monde, presque, du mal, alors que le mal, c'est eux. Bref, c'est... voilà. Moi, j'ai toujours à l'esprit, et je me rappelle toujours, cette petite dame de 95 ans qui est morte 6 mois plus tard, je crois. Du choc de tout ça, elle s'en est parmi, enfin bon bref, moi j'allais la voir régulièrement, elle continue à me faire un petit café, même si... D'ailleurs c'est même moi qui faisais le café d'ailleurs. Je lui disais non, restez assis et je faisais le café. Bref, voilà comment ça se passe. Voilà l'histoire du tribunal de Bobigny, de la police à Pierrefitte ou à Stains, c'était la même. Comment ça se passait, comment on était considéré, comment... Voilà. Donc c'est un peu pour ça que quand c'était hyper dur de bosser là-bas, mais on aimait, hein, attention, on aimait faire ce métier, c'était hyper dur, et c'est peut-être pour ça qu'on nous emmerdait pas trop. On n'avait pas trop de problèmes sur nos procédures, on nous disait pas grand-chose. Parce que ils savaient qu'on risquait notre peau tous les jours, quoi, en fait. Voilà. Bon, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre? Ah oui, ça c'est pas mal, ça. C'est pas du tout le même genre, mais bon. Un jour, je vois un télégramme tomber, parce que c'est toujours comme ça dans la police. Alors, c'était l'époque où on avait des télégrammes avec des grandes bandes avec des trous. Donc, il fallait surtout pas marcher dessus, parce que si vous coupiez la bande, le message il était mort. Il fallait le recoller avec du scotch exactement au bon endroit pour que le message ressorte. Enfin bon, c'était un vrai bazar. C'était un tank. Et un télégramme sort que le collègue pose sur la table du commissariat pour que tout le monde le voit, ou la fiche, je ne me rappelle plus, et dans lequel c'était marqué qu'il cherchait des volontaires pour telle date, pour faire la sécurité aux Invalides à Paris, pour l'ouverture du tombeau de Napoléon. Alors, tout de suite, moi je réponds. Parce que Napoléon, c'est complètement mon truc, quoi. C'est le premier empire, moi je suis fan de tout ça. Et je réponds, d'ailleurs vous voyez derrière moi le gros frère là. Et je réponds, comme j'étais un des premiers à répondre, on me prend tout de suite, et je vais au fameux truc, et on me place en bas, dans les Invalides, en bas. Et moi je me dis merde, qu'est-ce que je fous là? Il n'y a rien, je vais rien voir. De toute façon, tout est fermé, les portes sont fermées, il n'y a personne. Allez hop, je prends l'escalier, je monte en haut. Et j'ai vu sur le tombeau, directement. C'est quand vous visitez, c'est là que vous passez en fait. Et en fait, ils ont ouvert. Alors l'histoire va être assez courte, hein, mais elle est assez sympa. Ils ont ouvert le tombeau parce que tout le monde se demandait, mais est-ce qu'il y a Napoléon dedans? Est-ce qu'il n'y a pas Napoléon? Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est pas là? Est-ce que les gens lambda se posaient la question? Et quand ils ont ouvert, ce que j'ai vu, c'était pas du tout ce que j'attendais. Moi, j'attendais un corps embaumé, ou je sais pas, ou quelque chose, ou une boîte, un cercueil, ou j'en sais rien. Et en fait, non, pas du tout. Il y avait des valises à l'intérieur qui ont été ramassées, qui ont été emmenées. Je sais pas ce qu'il y avait dans ces valises, mais voilà ce que je peux vous dire. C'est que dans le tombeau de Napoléon, il y avait, je sais pas s'il y a toujours, des valises. Des vieilles valises. Moi j'ai ouï dire plus tard que Napoléon était toujours en Angleterre. En fait, les Anglais l'avaient pas rendu vraiment. Ils avaient fait croire que, mais non. Enfin bon, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le sujet. J'ai vu, et je vous dis qu'ils en ont sorti des valises. Voilà. J'ai vu l'intérieur, il n'y avait pas de corps, il n'y avait rien, il y avait des valises. Qu'est-ce que c'était que ces valises? Je n'en ai aucune idée. Ensuite, il faut savoir, alors je voulais vous raconter ça aussi, il faut savoir dans les années 90, cette histoire, ça a une sorte de remerciement pour une personne. Dans les années 90, il n'y avait pas, même il n'y a pas toujours, je crois, je ne sais même pas. Il n'y avait rien pour Noël. Le seul truc qu'on avait pour Noël, c'était que les policiers qui travaillaient la nuit du jour de l'an, c'était pas le Noël, c'était la nuit du jour de l'an, le magasin Carrefour à Stains, nous offrait des plateaux repas avec une petite entrée, un petit plat. C'était des plateaux en fait avec des différents
place sur le plateau, avec un petit dessert, avec une petite salade, et puis une cuisse de poulet avec de la purée, enfin des trucs pas compliqués, hein. Mais c'est pas grave, ça changeait de nos sandwichs ou notre kebab ou des conneries qu'on bouffait tout le temps. Et il nous apportait ça pour le jour de l'an. Voilà. Donc qu'est-ce que j'étais parti là-dessus, oui, pour vous dire que ceux qui avaient des enfants, bon j'en avais pas à l'époque, mais ceux qui avaient des enfants, ils n'avaient absolument rien. L'administration, le commissariat, tout ça, rien, zéro, zéro, zéro. Et puis un jour, il s'est passé un truc. C'était à Bobigny. Le directeur du grand cinéma qu'il y avait à Bobigny se fait braquer chez lui, ou je sais plus quoi. Il y a eu un truc, ou c'est sa femme qui se fait enlever, une histoire comme ça. Et les collègues de Bobigny ont géré ça comme des chefs et ont libéré sa femme, ou l'ont sorti de la mouise. Enfin, il était braqué, je crois, je me rappelle plus. Bon. Ils lui ont sauvé la peau, enfin vraiment, vraiment super. Et ben depuis ce jour-là, tous les ans, on recevait une invitation, chacun, à notre nom. Si vous n'aviez pas d'enfant, bah, vous y alliez tout seul ou avec votre femme, enfin voilà. Et on était invité pour voir le dernier Disney aux environs de Noël avec les enfants. Donc ça, c'était déjà sympa. Et ce qui faisait en plus, ça devait lui coûter un peu de sous quand même, parce qu'on était bien 150, quoi. Ce qu'il faisait en plus, c'est qu'il offrait des petits paquets cadeaux à tous les enfants. Alors dedans, c'était une petite peluche, c'était un petit machin, c'était pas grand chose, mais c'est pas grave, c'était le principe qui comptait. Et je me rappelle d'une fois où on a entendu on était sorti du cinéma, c'était fini, et on a entendu la sirène des pompiers. Alors qu'est-ce qui se passe? La sirène des pompiers, on a vu une grande échelle arriver, la grande échelle des pompiers arriver, faire nous pousser, et puis arriver au pied du cinéma, déployer la grande échelle, sans rien dire, rien. Et hop, la grande échelle, elle est arrivée sur le toit du cinéma. Et là, en haut, sur le toit du cinéma, il y avait le Père Noël. Alors tous les petits, ils étaient fous. Et le Père Noël, le Père Noël. Et en fait, le Père Noël, il était joué par le plus grand agent de sécurité black du cinéma. C'était pour rigoler, quoi. Et il était d'accord, enfin, c'était rigolo. Et il est descendu, alors tout le monde lui a serré la main, tout ça, parce qu'on le connaissait tous. Il était super gentil en plus. Et c'est lui qui a remis les cadeaux aux enfants. Voilà, donc les enfants étaient enchantés, tout le monde était content, c'était super sympa, c'était super gentil. Donc voilà, donc c'est grâce à ce monsieur, ce directeur de, je sais pas si, je pense qu'il verra pas cette vidéo, mais grâce à lui, je le remercie parce que nous, ça nous avait fait un plaisir fou d'avoir ça, parce que notre administration ne faisait rien, le commissariat faisait rien, parce que c'était une époque où on sortait de la période où beaucoup de policiers buvaient, où il y avait des bars dans les commissariats, il y en avait toujours, mais ils faisaient la chasse à ça, donc l'administration ne voulait pas qu'on fête quoi que ce soit, parce que si jamais c'était Noël ou le jour de l'an, et puis que on ramenait des boutanches, les mecs ils auraient été peut-être bourrés, tout ça, enfin bon. En général, tous les policiers que j'ai connus, enfin à part un ou deux, quoi, mais qui buvaient un coup, c'était après le service, en dehors du commissariat, c'était dans les bungalows où on se changeait, où c'était jamais, on mélangeait pas tout. Enfin voilà, donc trois petites histoires. Si vous connaissez l'ancien, ou je sais pas d'ailleurs l'ancien, oh oui ça doit être l'ancien maintenant, c'était en 95, ça fait 30 ans. Putain, ça passe vite. Qui est peut-être encore directeur du cinéma de Bobigny, ou qui était directeur du cinéma de Bobigny, remerciez-le de ma part, une fois de plus, et de la part de tous mes collègues, parce que ça nous avait fait beaucoup, beaucoup de bien, beaucoup de plaisir. Parce que vous savez, les policiers, ça vit dans leur monde, ça vit ensemble. Ça a des amis policiers, les femmes de policiers ont comme amis les femmes des autres policiers. Pourquoi? Parce que quand on se retrouve dans le monde, on va dire normal, si on raconte nos histoires, les gens se foutent de notre gueule, ou comprennent pas, ou il y a des choses que je peux pas vous raconter, vous comprendriez pas, il faut être dedans pour comprendre tout ça.
Et du coup, nos seuls copains, c'était des flics, quoi. Voilà. C'était comme ça. Bon ben voilà, je vous ai fait mes petites histoires. J'en ai d'autres, mais je les garde pour plus tard. Je vous referai ça plus tard. Et puis j'espère que ça vous a plu. Voilà. Allez, à plus.